Le Moyen-Orient reste toujours le théâtre de cette crise à dimension internationale. L'Israël et l'Iran qui sont entrés dans des coudres justement. Et là, les États-Unis s'invitent aussi sur la table des discussions, mais également au niveau sur le terrain. Voilà, il y a des bombardements qui ont été signalés. Voilà, nous sommes à 15 jours depuis les premiers bombardements des Israéliens sur les différents sites en Iran, les sites nucléaires et d'autres points chauds justement pour répondre aux différentes attaques aussi des Iraniens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est après aussi voilà, des combats, des bombardements, des tueries aussi signalés dans la bande de Gaza où l'Israël est aussi accusé par plusieurs organisations internationales. Eh bien, Netanyahou, le premier ministre israélien, continue toujours dans sa démarche qui est aussi jugé par plus d'un d'être aussi un génocidaire, beaucoup de qualificatifs. Et là, nous allons aussi une fois de plus en parler sur Web Info Télévision pour comprendre aussi tout ce qui se passe, surtout après les faits décrétés, sans pour autant aussi avoir une idée sur les cadres formels de ces cessez-les-faits, mais c'est le président américain qui l'avait annoncé. Sur terrain, il y a justement ces respects, nous constatons bien sûr. Alors nous allons donc analyser tous ces faits. Nous allons aussi entrevoir la suite de cette crise dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas la première fois que cela intervient, mesdames et messieurs. Et nous recevons donc pour en parler Gaëtan Akombi. Alors, il s'intéresse beaucoup plus aux questions des conflits au niveau international. Cette fois-ci, nous parlons une fois de plus avec vous, bien sûr, du Moyen-Orient. Alors, Gaëtan Akombi, quel regard d'abord portez-vous sur ces regains de tension, cette escalade entre l'Israël et l'Iran? C'était d'abord d'une manière verbale, mais nous constatons bien sûr que sur terrain, il y a des conséquences néfastes. Merci beaucoup, M. Jenny Touali, de m'avoir associé à ces débats intéressants qui est relativement ignoré en République démocratique du Congo. Pourtant, c'est une crise qui est certes régionale, mais qui peut avoir des impacts planétaires et qui peut embraser quasiment toute la planète. Et merci encore une fois de m'y avoir associé un an après en avoir parlé sur ces mêmes plateaux de Web Info. Et donc, mon premier avis, c'est que c'est d'abord une guerre de survie entre les deux pays. Israël qui se sent menacé par l'arsenal nucléaire qui est en développement actuellement en Iran, et l'Iran qui se sent menacé aussi des disparitions par Israël et tous ses alliés occidentaux. Donc les deux pays sont dans une sorte de guerre de survie. Et voilà pourquoi la Des pays ou des régimes. Parce que pour l'Israël, il n'est que par je peux dire, les renversements du régime aujourd'hui qui est en Iran, un régime à l'Occident en tout cas, il y a, on a des mauvais peut-être souvenirs ou disons une mauvaise façon peut-être de voir les choses avec ces régimes en Iran et c'est un régime qu'il faut à tout prix renverser. Ça, c'est Netanyahou qui l'a dit. Justement, je voulais en venir parce qu'aujourd'hui, l'erreur que l'on peut commettre, c'est d'analyser ou d'observer cette crise dans une dimension conjoncturelle. Ouais. C'est une crise qu'il faille analyser dans une dimension plutôt historique parce que tout part de la création de l'État d'Israël. C'est ce que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Que cette crise part effectivement de 1947-48 avec la création de l'État d'Israël. Vous vous rappellerez à l'époque, il y avait un ministre israélien, un premier ministre, le tout premier ministre israélien, David Ben-Gurion, si j'ai bonne mémoire, qui avait compris qu'avec la création de l'État d'Israël, il mettait les pays dans une sorte d'engrenage autour des États majoritairement arabes et que donc il fallait se trouver un allié non arabe pour survivre dans cet engrenage. Voilà pourquoi il est parti sceller un rapprochement stratégique avec la République d'Iran à l'époque, qui n'était pas encore devenue une république islamique parce qu'il a fallu attendre 1979 que cette révolution iranienne fasse basculer l'Iran vers une république islamique. Et c'est à partir de là que, disons, les relations qui étaient chaudes auparavant entre Israël et l'Iran se sont un tout petit peu dégradées parce que au renversement du Shah d'Iran à cette époque-là, l'argument était tel qu'il était un pantin des Occidentaux, un pantin des musulmans
disons, des musulmans sunnites. Ouais. Et donc, il fallait Les très sunnites, vite. hein? Ouais, justement, Là, donc, il fallait... les accusations provenaient beaucoup plus des chiites. Oui, oui, justement, parce que la République islamique d'Iran, les tenanciers de cette révolution étaient chiites, Oui. parce qu'ils prenaient l'islam radical. Et donc, à leur avènement au pouvoir, c'était directement une menace contre Israël. Voilà pourquoi je rebondis sur votre question. S'il s'agit d'une guerre entre régimes ou une guerre entre pays, au départ, il s'agissait d'une guerre entre régimes parce qu'il fallait... Oui, voilà, peut-être des régimes. Les régimes des aujourd'hui. deux régimes. Voilà, les deux régimes. Justement. Netanyahou, d'une part, et de l'autre côté, c'est bien sûr avec ces clans voilà, qui aussi règnent des maîtres au niveau de l'Iran. Justement, donc, Oui. ces deux régimes qui sont diamétralement opposés et Voilà. en termes de politique internationale et en termes d'idéologie, tout naturellement, Oui. parce que c'est d'une part l'islam radical et d'autre part les juifs. Vous savez ce que ça représente, Oui. l'antagonisme qu'il y a entre ces deux idéologies-là. Et donc, oui, c'est parti de là. L'Iran voulant, disons la nouvelle République islamique d'Iran, voulant survivre aux assauts des Occidentaux, parce que peu après leur avènement au pouvoir, les États-Unis et Israël, bien tout naturellement, ont commencé à financer l'Irak dans la guerre contre l'Iran. Parce qu'il fallait à tout prix, disons, supplanter ces régimes nouvellement investis en Iran. La guerre Iran-Irak a duré un peu moins de 10 ans et ça a coûté des centaines de milliers de morts. Mais l'Iran a survécu et le régime islamique a survécu à ces assauts-là. Voilà pourquoi ça s'est calmé un tout petit peu, mais la guerre était encore froide. Et aujourd'hui, on se rend compte que on peut se dire, et c'est d'ailleurs ce qui s'est dit, que la cause immédiate de la contre-attaque israélienne est due aux attaques du 7 octobre par les Hamas, parce que les Hamas étaient les alliés d'Israël, et disons d'Iran. L'Iran s'était rendu compte que tous les pays arabes... Même d'Israël, avec l'avènement au pouvoir de Netanyahou, 2008-2009. À un certain moment, oui, parce que j'ai dit d'Iran parce que les Iraniens avaient compris qu'ils ne pouvaient pas avoir des alliés dans les États arabes et les États, disons, des États islamiques à religion musulmane sunnite et qu'il fallait plutôt s'allier aux groupes terroristes. Voilà pourquoi ils ont pactisé avec les Hezbollah en Syrie, le régime même de Bachar el-Assad, disons les Hezbollah en Libye, disons en Liban, et le régime de Bachar el-Assad en Syrie, mais également les Hamas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, se sentant attaqué par les Hamas, Israël a tout de suite compris qu'il y avait l'Iran derrière, parce que l'Iran et les Hamas, ce sont deux alliés naturels. En essayant donc de rendre un tout petit peu, d'échanger les contextes, au lieu que ce soit un État face à des groupes aussi, des groupes peut-être armés, qu'on les dise dans ce sens, mais un combat entre États. Donc, qu'on puisse un tout petit peu d'internationaliser la crise, où donc l'Israël faisait même des menaces directes vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que ces menaces, pour vous, pensez-vous que c'est ce qui a justifié aussi l'entrée sur scène d'une manière aussi formelle de l'Iran pour justifier aussi les représailles auxquelles nous assistons aujourd'hui? Et justement, vous vous rappellerez que l'Iran, le premier à avoir attaqué directement, l'autre, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Bien évidemment, estimant que l'Iran armait les Hamas. Le Hamas, estimant que c'est pas à tort, parce qu'on sait tous que le Hamas était vraiment l'un des principaux alliés d'Iran. Donc, c'était la réplique d'Israël était, si vous voulez, stratégique, parce qu'il fallait en finir un à un. Il fallait finir tous les alliés d'Iran d'abord. Est-ce logique aussi, l'attaque d'Israël? Moi, je pense que c'est du génie. C'est du génie, la conception de la contre-attaque contre l'Iran. Ils ont d'abord affaibli les Hamas, qu'ils ont par après amené sur la table des négociations. Mais ils savaient que militairement, ils avaient déjà affaibli les Hamas, qui était l'un des alliés stratégiques de l'Iran. Après, ils ont attaqué aussi de manière directe. Donc, ils voulaient en finir avec... Justement, c'est dans la conception, moi je pense que c'était savamment réfléchi par Benjamin Netanyahou. Je ne savais pas qu'il avait suffisamment de matière grise pour concevoir une telle stratégie militaire, parce qu'il a d'abord
attaqué les Hamas, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Ensuite, il s'en est pris au Hezbollah en Liban. Oui. Par après, il a attaqué Bachar al-Assad, qui a été justement évacué En soutenant les mouvements révolutionnaires qui est au pouvoir aujourd'hui en Syrie. C'est ça. Donc, il a attaqué un à un tous les alliés de l'Iran avant maintenant d'entrevoir une attaque directe sur l'Iran. Donc, moi, je pense que c'était savamment réfléchi. Et si aujourd'hui, l'Iran est un tout petit peu en perte de vitesse, c'est parce que justement son corridor aérien est dégagé du fait que tous ses alliés ne sont plus opérationnels aujourd'hui et que Israël parvient à attaquer directement l'Iran via l'espace aérien. Donc, la bonne stratégie pour Netanyahou, au lieu de commencer par attaquer d'abord l'Iran, il s'est assuré d'abord de couper c'était impossible. Toutes les branches qui étaient aussi soutenues par l'Iran. Après avoir coupé cela, aujourd'hui, c'est l'Iran qui en paie les prix et les lourds tribus parce que l'Iran n'arrive pas aussi à avoir des béquilles nécessaires pour contre-attaquer ou disons pour se protéger vis-à-vis des attaques israéliennes. C'est ça, le corridor aérien déjà dégagé, c'était stratégique. Voilà pourquoi je disais que c'était savamment réfléchi, parce que c'était impossible, disons difficile, voire impossible, d'atteindre l'Iran directement pour Israël sans avoir accès à l'espace aérien. Vous savez, si Israël attaquait directement l'Iran via l'espace aérien, au moment où les Hezbollah étaient encore là, au moment où le Hamas était encore là, au moment où le régime Bachar al-Assad était encore en Syrie, ces missiles auraient été neutralisés. Aujourd'hui, c'est impossible parce que le corridor, il est déjà dégagé. Sans pour autant atteindre ces cibles. Alors, l'Iran ne se laisse pas faire aussi, malgré justement ces constats, pas de soutien aussi au niveau régional, parce que la Russie, elle est là, peut-être aussi la Chine, la Corée du Nord, mais dans les Moyen-Orient, il y a des pays voisins qui, justement, que l'Iran considérait comme étant aussi des soutiens qu'il ne faut pas aussi minimiser, mais l'Iran ne se laisse pas faire. Il attaque aussi jusqu'au point où il menace les intérêts avec américains. Ses moyens. Et surtout, il y a deux leçons à retenir de cette double guerre menée par Israël, c'est-à-dire face au Hamas et face à l'Iran. C'est que Israël, l'appareil sécuritaire d'Israël n'est pas si sophistiqué que ça. Parce qu'on ne savait pas que le fameux dôme de fer allait être facilement transpercé par les missiles iraniens. C'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. On ne pouvait pas penser que les Hamas pouvaient atteindre facilement Tel Aviv à l'époque. Donc, c'est une double leçon à retenir. Après, il faudrait rebondir sur votre question, moi, je pense qu'on ne peut mener une guerre internationale sans alliés. Et malheureusement, c'est la réalité à laquelle est confronté l'Iran aujourd'hui. Vous savez, la force d'Israël dans cette guerre, ce sont les fameux accords d'Abraham signés entre Israël. Je crois que c'était en 2020. D'ailleurs, le président Trump s'en félicitait parce que c'était lui le parrain. Signé par Israël, disons Israël avec certains pays du Moyen-Orient qui pouvaient devenir des alliés naturels à l'Iran. C'est-à-dire, il y avait le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Et là, c'est sur le plan idéologique. Beaucoup plus. Justement, sur le plan idéologique. Mais après avoir signé ces accords-là, ça a, disons, désaffecté ces États-là dans cette guerre. C'est-à-dire que ces États-là sont liés par de tels accords qui ne peuvent pas attaquer Israël. Ensuite, il y a aussi une autre menace existentielle pour l'Iran, qu'aurait constitué par exemple l'Égypte, qui malheureusement aussi pour l'Iran avait signé des traités de paix avec Israël. Je crois que c'était en 1979, pile au moment où la révolution iranienne était déclenchée. Donc, ça fait en sorte que aujourd'hui l'Iran est seul contre tout le monde. Mais avec les moyens rudimentaires, avec les moyens du bord, l'Iran quand même résiste assez jusqu'à quand farouchement. Voilà, il va résister jusqu'à quand? Peut-être cette trêve, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour l'Iran, mais si une fois peut-être après les essais-les-faits s'il n'est plus respecté et qu'il y a encore une fois d'autres escalades, est-ce que voyez-vous l'Iran résister encore longtemps? Mais ça dépend maintenant là, parce que déjà, dans la conception de Netanyahou, il pensait à une guerre éclair, c'est-à-dire on détruit l'arsenal nucléaire en développement aujourd'hui en Iran,
en l'espace d'une semaine. C'était ça, ses prédictions. Après, il s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça, parce qu'il faut aussi rappeler que les centrifugeuses... Oui, il estime qu'ils ont retardé. Ils ont retardé. Maintenant, les termes changent. Et selon les études faites par certains scientifiques de Harvard, l'université américaine, ils pensent que les attaques d'Israël n'ont détruit que quelques, c'est-à-dire si on essayait un peu d'en évoluer la proportion, c'est peut-être à 5 ou 6%. Donc, et les bombardements américains, la fois dernière, Trump s'est vanté disant qu'on a détruit complètement. Vous savez, et tout juste après, les communiqués qui a fuité du département de sécurité au niveau de la défense du Pentagone, qui a fuité, où on a compris que le travail n'est pas fait aussi comme Trump les souhaitait, et que ce n'est pas le travail auquel ils espéraient. Voilà pourquoi je suis en train de dire que, au fait, ils sont devant un échec. C'est parce qu'ils ne peuvent pas l'avouer, mais les premières attaques sur les centrifugeuses iraniennes sont un échec. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que ce n'est pas si facile que ça. Et Trump, c'est un fin stratège, surtout économiquement. Il sait ce que ça implique de mener une guerre. Surtout une guerre contre un arsenal nucléaire. C'est quelqu'un qui... c'est le capital qu'il faut investir dans une guerre. Voilà pourquoi il s'est dit, lorsqu'il s'est rendu compte que ça allait coûter peut-être des fortunes aux États-Unis, il a dit tout de suite d'arrêter. Parce qu'il se serait rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. Fait décrété c'est plutôt... de manière informelle et aussi bénéfique aux Américains. Oui, justement, aux Américains. Trump, c'est un commerçant. Il sait qu'investir $1 américain, ça doit rapporter $3. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il est en train de mener une guerre à laquelle il faudra peut-être investir des milliards de dollars. Alors, à quoi bon y aller? Pourquoi l'a-t-il fait aussi? Donc, il a été, si vous voulez... Lui qui avait promis, il avait dit qu'il se donne 2 semaines pour justement réfléchir. Au départ, les États-Unis n'étaient pas partants pour entrer en guerre, parce que c'est Israël, à travers notamment Netanyahou, qui développe des fantasmes dont les stratégies politiques internationales sont plus dictées par le fantasme que par la réelle politique, a directement attaqué l'Iran sans en avoir le moyen. C'est ce qui m'a surpris, parce qu'une semaine après qu'il ait constaté qu'il n'avait pas un arsenal nucléaire pour aller détruire les centrifugeuses iraniennes, bien protégées, il a maintenant fait appel à l'allié naturel et historique de l'Iran, qui sont les États-Unis. Et donc les États-Unis se sont trouvés devant un fait accompli, et qu'il fallait appuyer Israël dans ses attaques. Mais après, avec un peu de recul, avec un peu de réel politique, Trump s'est rendu compte que c'était non seulement difficile, mais aussi économiquement affligeant pour les États-Unis. Alors, pour l'Iran, ne voyez-vous pas que l'Iran, d'abord, on comprend qu'il est isolé stratégiquement, mais également pourquoi être très dur aussi quand il s'agit des processus des escalades, comme la fois passée, ils étaient pour parler, bien sûr, avec les Américains pour stopper un tout petit peu ou retarder son armement nucléaire, mais l'Iran bloquait toujours ces processus, et peut-être c'est ce qui justifie l'entrée en lice de Donald Trump dans ces conflits. Mais l'Iran, est-ce qu'il est d'abord isolé? Est-ce que stratégiquement, les régimes au niveau de l'Iran ne pensent-vous pas qu'il est en train aussi de ruiner en quelque sorte l'Iran? L'avenir de l'Iran aujourd'hui peut-être devient de plus en plus incertain. Vous vous souviendrez que lors de ma première mise en bouche, j'ai parlé d'une guerre de survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la survie de l'Iran dans la conception des Iraniens, surtout des radicaux, des chauvinistes et des nationalistes iraniens, ils savent que la survie de leur État passe par l'arme nucléaire. Il faut à tout prix s'en doter. C'est une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme à laquelle on peut recourir à n'importe quel moment, mais ils savent que, si vous voulez, l'arme nucléaire, pour les grands États qui se sentent menacés, ça représente un des symboles de souveraineté. Aujourd'hui, si les États-Unis disent être forts, c'est parce qu'ils ont une arme nucléaire. Même les États comme l'Inde en ont. Donc, pour les Iraniens, ils savent que pour survivre face aux menaces existentielles qui représentent Israël, les États-Unis
et d'autres alliés occidentaux, Oui. il faut à tout prix avoir une arme de dissuasion. Et la principale arme de dissuasion, que j'assimile d'ailleurs à un symbole de souveraineté, c'est l'arme nucléaire. Voilà pourquoi ils s'acharnent, disons, ils s'obstinent à le développer, à le concevoir. Pourquoi ne pas abandonner et peut-être choisir ou se Mais ça veut positionner dire la mort entre, de l'État. non, non, entre les deux blocs peut-être. C'est possible. Il y a des blocs aujourd'hui qui décident aussi de l'avenir peut-être de ces mondes. Des blocs-là, pourquoi l'Iran ne prend pas directement position entre les deux blocs pour aussi chercher une autre survie? Alors là aussi, c'est historique parce que à la conception disons, à la révolution iranienne en 79, les islamistes qui s'étaient emparés du pouvoir avaient fondé, disons, avaient créé un slogan. C'était en pleine guerre froide, ni de l'Est ni de l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils se disaient qu'ils ne dépendaient ni des capitalistes, ni des communistes. Oui. En d'autres termes, ni de la Russie, ni des États-Unis. Oui. Alors, ils ont essayé un peu de développer le régime un peu au centre des deux blocs, ne dépendant de l'un ni de l'autre, parce que dans la conception, les islamistes qui s'étaient emparés du pouvoir étaient beaucoup plus dans l'idéologie. Et pour eux, l'idéologie reposait sur l'islam radical. Comme l'islam radical n'était prôné ni par les communistes, ni par les capitalistes, il s'était créé un régime un peu sui generis, un régime, c'est pas aussi régime à part. L'islamisme radical. C'est pas révolu. Hein, avec les contextes du moment. Prenez toujours l'islamisme, voilà, l'islamisme radical. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est révolu aujourd'hui? Pourquoi rester toujours accro à ça? Moi, je ne pense pas que la foi... Oui, c'est idéologique. Moi, je ne pense pas que la foi peut évoluer. Là, c'est le radicalisme. Non, mais il y a deux interprétations de l'islam. Il y en a qui interprètent radicalement l'islam et il y en a qui interprètent l'islam selon les évolutions. Oui, mais justement, il y en a qui... Par exemple, c'est vrai, l'Égypte à l'époque était aussi dans ses radicalismes, mais l'Égypte a essayé un peu d'être modéré. Mais partout, il y a des radicaux. Il y a des radicaux et disons, il y a des conservateurs et des révolutionnaires. Les islamistes au pouvoir en Iran prônent l'interprétation stricte du Coran, la fameuse interprétation belliqueuse du Coran, le Coran qui prône, disons, la violence contre les impurs, voilà. que nous, peut-être, nous représentons, et pense que c'est dans cette conception-là qu'il faut fonder un État. Parce que rarement, disons, le premier article de la constitution iranienne précise clairement que l'Iran, c'est une république islamique. Voilà. C'est-à-dire que ils sont vraiment dans les radicalismes. Et moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat de foi parce que c'est la foi, c'est ancré en une personne, c'est ancré en un groupe. Même si... même s'il y a des évolutions, ça n'augure pas un bel avenir. Qu'on reste toujours dans cette idéologie ou disons dans ce radicalisme. Moi, c'est une question de foi. C'est une question de foi et ils se nourrissent de la foi. Ça leur suffit. Et ils sont prêts à faire tout pour la foi. Donc, moi, je ne peux peut-être pas concevoir cela, mais je peux au moins le comprendre. Moi, je le comprends et je pense que d'autres États, d'autres dirigeants de ce monde devraient le comprendre ainsi. Voilà. Alors, Gaëtan, c'est quoi la suite maintenant? Parce qu'au moment où nous discutons autour de cette question, autour de ces conflits, il y a un cessez-le-feu qui est en vigueur. Je répète, c'est cessez-le-feu. On n'a pas demandé l'avis des parties prenantes. Même c'est Trump lui-même qui est venu et tout d'un coup, il a annoncé un cessez-le-feu, mais nous constatons qu'il est respecté, heureusement ou malheureusement. Alors, c'est quoi l'avenir selon vous? Comment vous entrevoyez la suite de ces conflits? Voilà. Est-ce qu'on peut craindre encore une fois qu'il y ait des représailles, comme ça s'est fait même avec les Hamas? À un certain moment, les deux parties sont retrouvées sur une même table, Israël et Hamas. Tout juste après, ils ont repris, les combats ont repris. Alors, est-ce que sommes-nous, disons, est-ce qu'il y aura, vous n'êtes pas en train de mettre aussi cette crainte face dans ces conflits, ou soit Trump, c'est l'homme qu'il faut pour allumer aussi, ou disons mettre aussi de l'ordre dans ces Moyen-Orient? Moi, je pense que nous sommes dans un moment de trouble
où on ne peut pas vraiment savoir de quel côté va pencher la balance. Parce que des deux côtés, on célèbre la victoire. En Iran, j'ai vu des images, les Iraniens en train de célébrer une victoire. À Tel Aviv, j'ai vu aussi certaines gens, d'ailleurs, les gouvernements israéliens qui a célébré une victoire. Et diplomatiquement, Trump est en train, en quelque sorte, de faire le one-man show, d'assumer son costume du maître du monde, de l'homme le plus puissant du monde, parce que c'est les titres que porte le président américain, assez à tort ou à raison, on ne sait pas. Mais il est en train d'assumer son statut, moi je pense. Si vous le voyez un peu partout, dans la guerre en RDC, en Israël, il sait un peu de se mettre sur les devants de la scène. Réclamant même un prix Nobel. Il est en train de se mettre sur les devants de la scène. Il sait qu'il a fait sceller un accord, les fameux accords d'Abraham, les accords historiques qui ont débouché par une cessation des hostilités entre Israël et certains pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est devant une réalité qui peut faire de lui un homme encore plus historique. C'est-à-dire que c'est de mettre sur la table les Iraniens et les Israéliens autour d'une question qui était déjà pourtant sur la table déjà comme entre les États-Unis prenante au conflit. C'est ça. Donc, des négociations... C'est encore le Qatar qui sera aussi utilisé, comme dans plusieurs conflits. On voit toujours le Qatar jouer à la médiation. Vous vous rappellerez de mon passage sur le plateau de Web Info sur les fameux conflits israélo-palestiniens. J'avais estimé que la solution pour ces crises régionales, toutes ces crises régionales qui brûlent aujourd'hui le monde, passent par des solutions régionales. Ni pas par l'ONU, parce que vous savez très bien ma conception de l'ONU, c'est un machin, c'est un paillasson, c'est une caisse à résonance vide. Ça ne passe pas par l'ONU, mais par les leaders de la région. Et vous venez de parler d'ailleurs à juste titre du Qatar, qui a assez de potentiel pour mettre les deux États sur la même table. Mais ce que je redoute, c'est que cela ne puisse pas être possible parce qu'ils sont aux antipodes, à des tels antipodes qu'aujourd'hui, c'est très difficile de concevoir une solution régionale à cette crise-là. Donc aujourd'hui, Donald Trump est en train un peu d'imposer une paix à coups de marteau, une cessation à coups de marteau, mais là aussi, vous vous rendez compte que nous sommes dans une incertitude, dans une zone d'incertitude à laquelle malheureusement on ne peut dégager aucun pronostic. Il y a Poutine qui se présente, le président russe, pour jouer aussi à la médiation. Je ne sais pas si vous le voyez, est-ce que c'est l'homme aussi qu'il faut dans ce sens? Des réactions n'ont pas aussi tardé côté ukrainien, disant que ce n'est pas possible justement que Poutine joue toujours avec les gens comme ça. Mais peut-être il y a des acteurs qui peuvent intervenir. Parce que Trump, lui, il est considéré pour les Iraniens comme partie prenante. D'ailleurs, il a brûlé, il a Trump. Alors, ce qui rend Trump encore plus illégitime dans ces processus, c'est le fait qu'il ait été lui-même acteur de la violation des négociations qui étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Il était impatient déjà. Non, mais comme je l'ai dit, il était un peu pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il apporte son soutien à Netanyahou et à l'État d'Israël, qui est un allié naturel et historique. C'est-à-dire que pour les États-Unis, Israël, c'est un État sur qui il ne faut pas lever le doigt. Et donc, il était pris entre le marteau et l'enclume. Voilà pourquoi il a, en quelque sorte, violé les négociations qui étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran autour du processus de développement de l'arme nucléaire. Alors, Poutine, on sait tous sa position par rapport aux positions américaines. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire aussi l'unanimité parce qu'on sait que tout naturellement, Poutine n'a jamais été allié à un allié des États-Unis, comme qui dirait l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc le tir tout naturellement, cette façade seulement. De manière assez froide, s'il était demandé à Poutine d'intervenir pour l'un ou pour l'autre, il interviendrait pour l'Iran. Il ne peut pas le dire parce qu'il est tellement engagé dans la crise russo-ukrainienne qu'il ne peut pas investir dans d'autres conflits qui ne concernent pas directement la Russie. Ces gens-là ont une telle réelle politique qu'ils savent ce que ça représente
une guerre et les coûts que ça représente. Donc, ils sont suffisamment fins politiquement pour les comprendre. Donc, moi, je pense que ni Trump, Oui. malheureusement, ni Poutine ne peuvent apporter, disons, ne peuvent patronner les Voilà. négociations en cours. Mais ils peuvent imposer une paix à coups de marteau. On sait que Trump en a, par exemple, le moyen. Il a décrété un cessez-le-feu qui est unilatéral et qui ne concerne qui n'impliquait ni les Iraniens ni les Mais ils ont tous Israéliens, mais obtempéré. ils ont tous obtempéré. Il l'a fait à coups de marteau. Et Poutine aussi peut le faire, ils en ont le pouvoir. Mais patronner les négociations, ils ne sont pas assez légitimes pour ça. Alors, donc, nous comprenons justement qu'il y a un vide sur ces points, un médiateur. Voilà, et justement, accepté le par rôle que tous. pouvait jouer l'ONU. Malheureusement, l'ONU ne Malheureusement. représente rien. Voilà. Il C'est y a un un machin, vide. c'est c'est rien, en fait, l'ONU. Voilà. Voilà, donc, Gaëtan, on comprend. Et disons, avec tout ce que vos analyses, c'est donc difficile aujourd'hui de parler d'un lendemain avec, disons, avec un conflit, bien sûr, parce que avec les acteurs les acteurs en présence, c'est toujours très compliqué de savoir tenir compte de leurs agissements. Et surtout, ce qui est encore intéressant dans cette dynamique de guerre, c'est que l'Iran continue à développer la conception de l'arme nucléaire. Au moment où on parle, si l'Iran le faisait à un rythme un peu normal, à l'époque, avant d'être attaqué, aujourd'hui, il le fait à un rythme effréné. Parce que les Iraniens savent maintenant que c'est une urgence. Et donc, l'autre force qu'ils ont, c'est qu'ils ont leur propre uranium, mais n'ont pas de problème d'approvisionnement. Donc, moi, je pense que je ne peux pas être prophète des malheurs pour les Israéliens et les Américains, mais moi, je pense que l'Iran finira tôt ou tard par se doter d'une arme nucléaire. Avec ou sans cette idéologie d'islamisme radical, il finira toujours par et voilà pourquoi cette idéologie, voilà pourquoi ce régime islamiste iranien a une grosse assise nationale, a une grosse assise populaire en Iran, parce qu'ils savent que ces régimes-là représentent même disons la survie de la République islamique d'Iran. Ils savent que pendant, par exemple, longtemps, ils ont été asphyxiés par les Américains, que ce soit par des embargos, par des sanctions. Ils ont vu ce qui s'est passé chez leurs voisins irakiens lors de l'évasion en 2003. Même les Syriens. Même les Syriens, ils ont vu ce que ça représente, la furie américaine, quand on n'est pas doté d'une arme nucléaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils savent que non seulement c'est un moyen de survie pour eux, mais aussi un symbole de souveraineté nationale. Voilà, Gaëtan Kombi, nous sommes donc à la fin de cette production sur WAB-Info. Je vous dis merci justement d'avoir répondu à toutes nos questions, sur toute votre disponibilité. Pour nos téléspectateurs, je crois qu'ils vont aimer, j'espère bien. Et voilà, on va donc se retrouver. Vous n'êtes pas à votre première apparition sur WAB-Info et non plus ce n'est pas la dernière apparition quand même. Certainement. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vos commentaires encore une fois sur ces sujets. C'est en tout cas cette politique internationale avec des conflits aujourd'hui dans les Moyen-Orient. Voilà, les Américains qui interviennent et d'autres puissances qui ne cessent aussi de réagir en plan les parties prenantes au conflit au calme. Entre-temps, l'ONU, en tout cas absente encore une fois, l'ONU qui ne pèse presque pas dans tous ces conflits, sauf des simples déclarations de son secrétaire général Antonio Guterres. Bonne suite du temps chez vous, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La cloche de notification que vous pouvez aussi activer pour recevoir toutes nos productions en temps réel. Nous sommes WAB-Info, toujours au cœur de l'actualité en temps réel.